Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale le coup de cœur 2023. Dans cette vidéo, vous allez voir les jeux que j'ai le plus aimé en 2023. C'est parti! Et on commence cette présentation des jeux coup de cœur 2023 avec Trio. C'est un jeu à partir de 7 ans, 15-20 minutes les parties pour 3-6 joueurs, un jeu de Kaya Miyano édité par Cocktail Games. Dans Trio, le but du jeu, c'est de faire des trios. En fait, vous allez avoir dans le matériel uniquement des cartes, vous allez avoir des cartes qui varient entre 1 et 12 en termes de valeur, et chaque valeur sera en 3 exemplaires. Pour la mise en place, rien de très compliqué, on distribue un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, on va dire que là par exemple ce sera 6 cartes pour chaque joueur, et vous mettrez exactement le même nombre de cartes face cachée au centre de la table. Une fois que tous les joueurs ont reçu leurs cartes, vous allez devoir les trier par ordre croissant, ça aura une importance plus tard. Une fois que tout le monde a trié ses cartes, et bien maintenant on va pouvoir commencer à jouer. Donc lors de mon tour, ce que je vais pouvoir faire, c'est une action parmi 3. L'une des premières actions que je peux faire, c'est tout simplement de révéler une carte au centre de la table. Une deuxième action que je vais pouvoir faire, ça va être de désigner un joueur et de lui demander de me révéler sa carte de plus petite valeur ou alors sa carte de plus grande valeur. La dernière action que je peux faire, c'est tout simplement révéler ma carte de plus faible valeur ou alors révéler ma carte de plus grande valeur. Durant mon tour, j'ai le droit de révéler autant de cartes que je le souhaite, tant qu'elles sont de valeur identique. Par exemple, si je révèle au début de la partie un 1 ici, et que je demande à un joueur de révéler sa carte la plus petite et qui me révèle un 4, les cartes n'étant pas identiques, mon tour s'arrête et les cartes qui étaient visibles redeviennent face cachée. Et les cartes que les joueurs avaient révélées récupèrent leurs cartes dans leurs mains. D'autre part, si pour le coup je révèle un 1 au centre de la table, que je demande à un joueur de me révéler sa plus petite et qui révèle un 1 également, je peux continuer à jouer comme je le disais, parce que les cartes sont identiques. À partir du moment où je révèle 3 cartes de même valeur, je vais collecter ces cartes-là, les mettre face visible devant moi, et j'ai du coup un trio. Il manquera plus que 2 trios pour gagner la partie. Et voilà, vous avez toutes les règles de trio. Alors évidemment, il existe d'autres variantes par rapport aux cartes, il existe une variante pour jouer en équipe, mais l'essence de trio est dans son efficacité, tant dans l'explication que dans l'exécution. On a ce petit côté prise de risque, parce qu'à chaque fois que je vais tenter de révéler une carte, non seulement quand elles seront différentes, je vais devoir les remettre face cachée, donc j'aurai perdu mon tour, mais surtout j'aurai donné de l'information aux autres joueurs. Et ça, c'est un peu embêtant. Mais d'un autre côté, quand les autres joueurs se tromperont, moi je vais tenter de faire fonctionner ma mémoire pour pouvoir récupérer le maximum de cartes possible grâce à leurs erreurs. Trio, c'est pour moi le petit jeu de cartes qu'il vous faut trimballer avec vous partout. Certes, vous avez probablement déjà un skijo chez vous, mais si vous avez un jeu qui fonctionne un peu plus sur la mémoire, sur la prise de risque et sur une efficacité de règles qui est pour moi impeccable. J'explique le jeu en 5 minutes, on fait une partie, on en fait une deuxième, une troisième, et en fait au final Trio c'est ça, c'est un enchaînement de parties tellement ce jeu est simple et efficace. Laissez-moi maintenant vous parler de Faraway. Faraway c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ une demi-heure. C'est un jeu de Yoann Goupy et de Corentin Lebras illustré par Maxime Morin. Dans Faraway, le but du jeu, ça va être de faire évidemment le plus de points de victoire et vous verrez que le calcul des points dans Faraway est très particulier. Les joueurs vont jouer des cartes à chaque tour et il y aura en tout 8 tours, donc on va tous jouer 8 cartes et à la fin de la partie, on va compter les points. Lors de la mise en place, on a mélangé ce petit paquet de cartes, on a révélé ici une rivière de cartes, donc 4 cartes pour une partie à 3 joueurs, nombre de joueurs plus 1, et on a également ici un paquet de cartes sanctuaires que j'expliquerai plus tard. On a également distribué 3 cartes à chacun des joueurs et la partie peut commencer. Un tour de jeu est relativement simple, la première phase en fait est en simultané. Chaque joueur a 3 cartes en main et chaque joueur va choisir une de ces cartes et la poser face cachée devant lui. Une fois que chaque joueur a choisi sa carte, on la révèle et c'est donc du coup la première carte de mes 8 cartes. Une fois que tous les joueurs ont révélé leurs cartes, on va regarder quel est le joueur qui a joué la valeur la plus faible. Et dans l'ordre croissant comme ça des cartes, chaque joueur va pouvoir récupérer une carte présente au centre de la table et l'ajouter à sa main. Alors je fais tout de suite un petit aparté, mais sachez que lors des prochains tours, si votre carte que vous venez de jouer a une valeur supérieure à la précédente, cela vous permettra justement de récupérer des cartes sanctuaires. Vous allez pouvoir récupérer une carte sanctuaire, plus une par petite icône représentant une petite carte comme ceci. Dans mon exemple, je joue cette carte-là de valeur 49, qui est supérieure à la précédente de valeur 15. Elle a un symbole de carte, un deuxième symbole de carte, donc c'est symbole d'exploration. Ça me permet du coup de piocher une carte sanctuaire, plus 2, donc j'ai pioché 3 cartes sanctuaires.
Durant mon tour, je pourrais jouer une des cartes sanctuaires et tout simplement défausser le reste. Les cartes sanctuaires seront toujours visibles et ce point est très important et surtout elles vous permettront d'acquérir des bonus, des manières de marquer des points, différents symboles, etc. Donc une fois que tous les joueurs ont joué une carte, éventuellement récupérer des cartes sanctuaires puis récupérer une carte au centre de la table, chaque joueur va pouvoir jouer une carte sanctuaire face visible, défausser le reste et on va ensuite enchaîner sur un nouveau tour. Avant d'enchaîner sur un nouveau tour, eh bien ici les cartes ont été récupérées par les joueurs, il reste donc une seule carte, cette carte-là sera donc défaussée et on va de nouveau révéler le nombre suffisant de cartes pour commencer un nouveau tour. Une fois que tous les joueurs ont joué leur 8e carte, on va passer au scoring final et c'est là que ça devient hyper intéressant. L'originalité de Far Away, c'est qu'en fait vous allez compter votre score à l'envers. C'est-à-dire que la première carte que vous avez jouée sera scorée en dernier et la dernière carte que vous avez jouée sera scorée en premier. Je vais vous faire un exemple très simple de comment scorer. La première chose qu'on va faire, c'est retourner toutes les cartes. On gagnera déjà plus en lisibilité. Une fois qu'on a retourné toutes ces cartes, vous allez révéler uniquement la dernière carte que vous avez jouée. À partir de ce moment-là, vous allez regarder si la carte a les conditions pour vous faire marquer des points, mais en ne prenant uniquement les cartes qui sont visibles. La plupart des cartes vous indiquent directement comment elles scorent. Certaines cartes auront besoin de ressources pour remplir des conditions de scoring, d'autres cartes vous produiront ces dites ressources, et notamment les sanctuaires pourront également vous faire gagner des points, mais aussi vous procurer des ressources. Donc comme je vous le disais, on ne score que les cartes qui sont visibles. Cette carte-là m'offre une ressource en haut à gauche, et surtout une manière de scorer en bas à gauche. Le truc, c'est que cette carte-là, elle me fait scorer 2 points par carte avec un rond de nuit que vous pouvez voir sur les valeurs. Ici, c'est une carte de jour, mais cette carte-là fait scorer sur les cartes de nuit. Le problème, c'est que actuellement visible, je n'ai pas de carte de lune. Donc cette carte-là me score 0. Pour continuer mon exemple, on va révéler, mettons, la deuxième carte, et vous voyez que cette carte-là m'octroie également une ressource en haut à gauche, mais ici en bas, pour marquer les points qui sont ici de 14, au-dessus, vous devez avoir visible le nombre de ressources prérequises. Donc là, par exemple, 4 ressources minérales pour marquer les 14 points. De nouveau, je ne remplis pas la condition, malheureusement, et donc cette carte-là ne me score rien du tout. Au fur et à mesure du décompte, vous allez révéler de plus en plus de cartes, et donc c'est à partir, en général, de la 5e et 4e carte qu'on commence à voir les points apparaître. Lorsque vous avez compté votre dernière carte, donc la première en fait que vous ayez jouée, vous allez également prendre en compte les différents scorings des cartes sanctuaires et vous allez faire le total des points et celui qui a le plus de points l'emporte. Je trouve ce petit twist de règles, ce twist de scoring très intéressant parce qu'il offre une anticipation des cartes sur une mécanique extrêmement simple. Le jeu est extrêmement bien équilibré au niveau des cartes puisque souvent les cartes qui sont de grosses valeurs, vous aurez tendance à vouloir les jouer à la fin. Le problème c'est qu'elles ont des conditions bien particulières et souvent je les joue à la fin, c'est pas vous faire scorer, au contraire, parce que les conditions ne seront pas remplies. A l'inverse, si vous jouez des petites cartes vers la fin, c'est intéressant certes, mais vous piocherez très peu de sanctuaires, car je le rappelle, les cartes sanctuaires sont piochées que lorsque la carte que vous jouez est supérieure à la précédente. Donc par conséquent, dans Far Away, il vous faut toujours faire un juste milieu entre jouer plus grand mais prendre plus tard, mais récupérer des sanctuaires, et à l'inverse, des fois jouer petit mais un peu plus tard, certes vous allez pouvoir récupérer des cartes en premier, mais au moins vos cartes vous serviront grâce aux ressources qu'elles vont apporter pour les premières cartes que vous avez jouées. Alors je sais, comme ça c'est un peu tricky, mais sachez que la mécanique de jeu est très fluide. On est sur une demi-heure de temps de jeu, ce qui est relativement rapide, et surtout on joue beaucoup de phases en simultané, donc que vous soyez 2, 4 ou 6, ça va pas changer grand chose sur le temps de jeu. Moi c'est ce que j'adore dans Far Away, c'est que la prise en main est extrêmement simple, et lorsqu'on arrive à 6, 7, 8 cartes, et donc à la fin de la partie, et qu'on commence à compter à l'envers, là on se dit, mince, j'ai mal anticipé. Vous avez donc dans Far Away un petit jeu de cartes très facile à prendre en main, mais avec une mécanique et une manière de scorer qui va totalement chambouler votre esprit. Je finirai par souligner le merveilleux travail de Maximo1 sur les illustrations qui donne vraiment vie à ce jeu qui a une mécanique et une manière de scorer hyper originale. Et nous voici en Nouvelle-Zélande avec le jeu Kaori. C'est un jeu de Charlec illustré par Jérémy Fleury. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure. C'est édité par La Débâcle Jeu. Dans Kaori, chaque joueur va incarner une faction. Vous avez les Kiwis, les Possums, les Anglais et les Maoris. Chaque faction va se jouer différemment, va marquer des points différemment. On va jouer en un certain nombre de manches. Il y en aura en fait 5 qui sont appelées des périodes. On commence en 1800, puis on va arriver jusqu'en dans les années 2000. Et à la fin de la 5e période, on compte les points et on regarde celui qui a gagné la partie.
Pour la mise en place, vous allez placer le plateau qui représente la Nouvelle-Zélande. Sur différentes cases, donc territoire, vous allez placer essentiellement le conifère le plus représenté de l'époque qui est le kauri, d'où le nom du jeu. Sur chacun des kauri, vous allez du coup placer un petit kiwi, donc ce sera le joueur qui joue les kiwis qui sera du coup en majorité sur l'île. Et sur l'une des 3 villes va s'ajouter un anglais, donc ce sera un joueur, il va poser un jeton anglais dessus. Et il sera accompagné de ses amis, les possums. Je fais une mise en place ici pour 3 joueurs, je n'inclus donc pas les Maoris, mais sachez qu'ils sont jouables, mais uniquement à partir de 4 joueurs. Chaque joueur va également se munir d'un petit plateau qui va récapituler un petit peu ses actions, sa manière de jouer, ses actions spéciales, et vous allez aussi également récupérer un paquet de cartes qui est propre à votre faction. J'ai en tout 9 cartes, comme tous les autres joueurs, je les mélange et je vais en piocher 3. Donc au début de la partie, on est en 1800, on va jouer du coup cette première période, et en fait une période c'est une succession de tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué entièrement leur paquet de cartes. Lorsque plus personne n'a de cartes, on va devoir du coup remélanger son paquet de cartes, donc remélanger sa défausse pour former son nouveau paquet de cartes, et du coup on passe à la nouvelle période. Mais avant de vous expliquer les fins de période, on va se concentrer sur un tour de jeu. Donc simultanément, au début du tour, chaque joueur va pouvoir choisir 2 cartes parmi les 3 qu'il a en main. Il va choisir une carte à la fois pour sa valeur qui sera indiquée comme ceci, et à la fois une carte pour l'effet qu'il souhaitera faire. Une fois que vous avez choisi 2 cartes, vous allez tout simplement les combiner entre elles, les poser face visible devant vous, simultanément tout le monde fait ça, et la valeur va indiquer du coup l'initiative, et la carte action, l'action que vous allez faire. Donc en commençant par la valeur la plus faible, puis dans le sens des valeurs croissantes jouées par les joueurs, donc la valeur d'initiative, chaque joueur va réaliser son action. Alors je ne vais pas malheureusement rentrer trop dans le détail des actions parce que comme je le disais, chaque faction se joue complètement différemment. Mais j'essaierai de faire un résumé assez bref de comment chaque faction se joue en gros. Pour en revenir à notre tour, chaque joueur a du coup joué son action, il s'est passé des choses sur le plateau, on a défaussé nos 2 cartes, et ensuite on va tout simplement piocher de nouveau 2 cartes pour compléter sa main à 3 cartes. Une fois que tous les joueurs ont joué leurs cartes et qui sont dans l'obligation de remélanger leurs défausses pour former le paquet, on arrive à la fin de la période. À ce moment-là, ici, on a un marqueur qu'on va déplacer dans la nouvelle période, donc on passe de 1800 à 1850, et ensuite vous allez avoir un petit jeton qui va surtout affecter l'anglais, mais pas que, parce que tout est en harmonie sur cette île, qui va du coup lui faire prendre conscience sur certaines choses. Donc très brièvement maintenant les mécaniques de jeu, donc par rapport à la prise de conscience, donc ça sera par rapport à l'anglais. L'anglais, lui, quand il arrive sur l'île, il a envie de tout dégommer en termes de kaori, il a envie de monter une industrie en fait, et pour ça il a besoin de bois, donc il va casser du kaori, et du coup il va créer comme ça une déforestation sur la carte. La déforestation va directement impacter la manière de scorer pour le kiwi, puisqu'en fait le kiwi lui va marquer 1 point de victoire pour chaque kiwi en jeu. Le truc c'est que chaque kaori protège, si on veut, le kiwi. À la fin de chaque période, certes la conscience de l'anglais va prendre une tournure différente, mais notamment chaque kiwi qui sera sur un territoire qui ne porte pas de kaori, malheureusement va disparaître du plateau. Donc vous comprenez déjà que l'anglais et le kiwi sont en lien direct, puisqu'en fait lorsque l'anglais va vouloir marquer des points en créant une déforestation, et bien il va aussi enlever des points au kiwi. Et là vous allez me dire, oui mais le possum dans tout ça, mais en fait le possum il est arrivé avec les anglais, et lui ce qu'il adore c'est s'accoupler. Le possum il va essayer d'être plus présent que le kiwi le plus possible parce que chaque possum lui fera des points de victoire également sur la carte. Vous vous en doutez, si vous jouez à 4 avec les Maoris, les Maoris vont contrer un peu tout ça, ils vont essayer de lutter contre la présence des Anglais évidemment sur l'île, ils vont également essayer de chasser du possum parce que ça leur fait aussi des points, mais ils devront pas négliger notamment les sanctuaires et pour ça, pour construire en fait tout simplement des sanctuaires, il faut le faire sur des endroits où il n'y aura pas d'arbres. Donc il faut essayer de s'allier un petit peu avec l'anglais tout en essayant de protéger l'île. Donc pour revenir à une fin de période, comme je le disais, on décale le marqueur et la conscience de l'anglais augmente. Au début, l'anglais il a des actions qui sont essentiellement des actions de bûcheron, il va vraiment essayer de découper tous les arbres. Et au fur et à mesure que la conscience augmente, il va se transformer en explorateur. Et donc du coup, la fonction principale de l'anglais va changer. Lorsque l'anglais devient un ranger, un explorateur, et du coup maintenant il va se mettre à chasser les possums parce qu'il prend conscience que ce qu'il a fait était plutôt mal et que les possums commencent à se multiplier et que c'est pas bon pour les kiwis. Donc vous allez jouer une succession de 5 périodes et à la fin des 5 périodes, celui qui a le plus de points l'emporte. Donc pour rappel, les possums font des points par possum sur la carte.
Les kiwis font aussi des points s'ils sont présents sur la carte, et les Anglais vont faire des points à la fois pour les arbres qu'ils auront coupés et à la fois pour les possums qu'ils auront chassés. Pour moi, Kaori, c'est l'un des meilleurs jeux qui est sorti depuis ces 5 dernières années. Effectivement, il y en a eu énormément, mais moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup à la fois pour sa thématique et à la fois pour ses mécaniques. Il faut que vous sachiez que l'auteur Charlec du coup a également fait La Bête, et c'est ce que j'apprécie chez cet auteur, c'est vraiment cette capacité à pouvoir nous raconter une histoire sans nous guider, mais avec des mécaniques qui sont cohérentes avec la thématique. Alors la mécanique ici peut faire penser pour certains à Root, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'asymétrie, mais c'est un Root plus allégé, avec des mécaniques de jeu qui sont pas forcément originales, mais qui collent tout à fait à l'ambiance du jeu et à son efficacité en termes d'explication de règles. Ce que j'adore dans Kaori justement, c'est cette espèce de symbiose et en même temps d'affrontement entre les différentes factions. Les kiwis auront besoin de prospérer, ils vont du coup essayer d'attendre que les possums ou les Anglais aient un petit coup de faiblesse pour agir, essayer de se protéger, puisque chaque faction aura des petites capacités spéciales qu'il pourra activer, et donc du coup le kiwi, il n'a pas de super pouvoir, mais la nature est là pour veiller sur lui. A l'inverse, les Anglais, eux, ils vont essayer de découper des arbres, mais au bout d'un moment, la conscience prend le pas, et du coup les possums vont se retrouver embêtés, puisqu'ils vont être chassés par l'Anglais. Le possum, quant à lui, va essayer de se multiplier, essayer de profiter de l'invasion des Anglais pour essayer de proliférer, mais attention parce que Mère Nature n'aime pas beaucoup ça. Vous l'aurez compris, Kaori, c'est vraiment un jeu avec une thématique extrêmement forte, mais avec des mécaniques très accessibles. Mais ce côté asymétrique va plaire aux joueurs un peu plus initiés. Ils pourront enfin se retrouver dans un jeu à cheval entre un jeu de famille, un jeu un peu d'initiés, ensemble et pouvoir profiter d'une réelle expérience de jeu. Je termine cette présentation pour vraiment adresser un gros coup de cœur à un auteur qui est Charlec. J'adore tout ce qu'il fait. Il vient avec pas forcément beaucoup de jeux, mais il sait toujours prendre des thématiques et des mécaniques, comme je le disais, qui sont en parfaite adéquation. Et c'est ce que j'aime dans les jeux. C'est quand on ne peut pas dissocier la mécanique de sa thématique, tellement elles sont en symbiose. Donc merci beaucoup à toi Charlec. Et on continue dans la belle édition de jeux de société avec des thématiques toujours plus fortes avec Humanity. Humanity, c'est un jeu de Johan Levé. C'est illustré par, ils sont nombreux, Fred Ogis, Paul Chadesson, Pierre Lazarevic et Rémi Paul. C'est un jeu édité par Bombix, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est des parties qui durent entre 2 et 3 heures de jeu, et c'est à partir de 14 ans et plus. Là vous avez un jeu expert, ce qui est assez surprenant de la part de l'éditeur Bombix, qui a plutôt l'habitude de faire des petits jeux comme Codex Naturalis, Abyss Conspiracy, très récemment Knarr. Ici ils arrivent avec du lourd, du très très lourd. Dans Humanity, nous sommes en 2073 et nous sommes des astronautes envoyés sur la lune Titan pour essayer en fait, de créer quelque chose de viable, une station spatiale qui pourrait accueillir des scientifiques et ainsi réaliser des expériences. On retrouve dans la mise en place plusieurs choses, notamment un premier plateau ici qui est le plateau de station sur lequel il va y avoir des expériences scientifiques et des modules. On va également avoir un plateau ici qui va représenter 3 objectifs que l'on pourra récupérer durant la partie. 2 autres pistes ici qui sont une piste de points de victoire qu'on score durant la partie et une piste de science qui va se réinitialiser à la fin de chaque année parce que oui, dans Humanity, une partie dure 3 ans. Une année va se constituer de tours, chaque joueur va enchaîner les tours et dès qu'il n'y a plus assez de tuiles pour réalimenter le plateau, on passe donc à la 2e année et c'est là où du coup il va se passer une réinitialisation, une fin d'année, ça fait scorer des choses et on repart pour une 2e année. L'avantage de Humanity, même s'il est connoté expert, c'est qu'il a un déroulement, une mécanique de jeu qui fait que toutes les actions sont très fluides. À votre tour de jeu, techniquement, vous n'avez qu'une action à faire parmi 2. La première action, ça va être de faire travailler vos astronautes qui sont dans votre base. Les différents modules que vous avez dans votre base vous octroient des ressources, pouvant monter jusqu'à 3 ressources. Le fait de faire travailler vos astronautes va augmenter cette quantité de ressources. Pour ce faire, il me suffit tout simplement de tourner vers le haut un astronaute. Vous voyez qu'il y a une valeur en dessous de cet astronaute, c'est sa force. Cette force-là, je vais pouvoir la répartir sur mes différentes tuiles et chaque tuile me demande entre 1 et 2 de force pour faire pivoter la tuile et ainsi augmenter le nombre de ressources que je produis. Il existe 3 ressources de base dans Humanity. La première, c'est la glace, puis vous allez avoir le méthane, puis vous allez avoir les insectes. Chacune de ces ressources de base pourra être améliorée. Il faut savoir que pour 3 ressources de base, vous obtenez son amélioration. Par conséquent, la glace devient de l'oxygène, le méthane devient de l'air carbone et les insectes deviennent de la préparation alimentaire.
Mais revenons aux actions. On a fait travailler un astronaute. Quelle est l'autre action que je peux faire? L'autre action que je peux faire, c'est tout simplement prendre un astronaute qui n'a pas encore travaillé dans ma base et l'envoyer autour de la station. En fonction de où il sera déployé, il va pouvoir réaliser l'une des deux actions. Soit il décidera de payer des ressources pour réaliser des expériences scientifiques, soit il voudra tout simplement récupérer le module. Pour construire un module, il faut tout simplement payer le coût en ressources indiquées. Pour payer le coût de vos ressources, c'est pas très compliqué. Vos tuiles indiquent sur le côté combien de ressources vous possédez. Il vous suffit tout simplement de les tourner pour marquer que vous les dépensez et la même chose pour marquer que vous les gagnez. En admettant que j'ai le coût pour acquérir cette tuile, je le paye, donc je pivote les tuiles au besoin et je récupère cette tuile. Cette tuile module va pouvoir se poser sur ma base, mais attention, petit twist, elle doit se positionner là où vient votre astronaute. Rappelez-vous, mon astronaute est parti d'ici, il est venu récupérer cette tuile que j'ai là, je dois donc placer cette tuile forcément ici. Une fois que j'ai réalisé une action, le joueur d'après réalise également son action, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Vous passez uniquement quand vous en avez besoin, c'est-à-dire soit vous ne souhaitez pas jouer, soit vous ne pouvez plus jouer. Une fois que tous les joueurs ont passé, on va s'attarder sur la station. Au fur et à mesure des actions, les joueurs auront potentiellement récupéré des tuiles, et donc lorsqu'on a fini une manche, on va tout simplement renouveler les modules. Tout d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est retirer les deux tuiles qui sont le plus proches de cette aiguille-là. Donc les deux tuiles qui sont ici seront supprimées. Celle-ci a été récupérée tout à l'heure, celle-ci, je vais la retirer. Une fois qu'on a retiré toutes les tuiles, s'il est resté encore des tuiles au-delà des deux qui ont été supprimées, on les décale le plus à droite. Et une fois qu'on a fait ça, on va pivoter l'aiguille jusqu'à ce qu'une tuile soit le plus à droite. Lorsque l'on fait pivoter le plateau, l'aiguille qui aura dépassé tous les astronautes vont revenir dans la base de leur propriétaire. Il faut bien noter que c'est uniquement lorsque l'aiguille vous dépasse et non pas lorsqu'elle arrive dessus. Si votre astronaute est en face de l'aiguille, malheureusement, vous ne le récupérez pas ce tour-là, vous le récupérez dans un tour plus tard. Lorsque je récupère mon astronaute, je vais devoir le placer adjacent à une tuile de ma base. Et je vous rappelle que c'est important de bien les placer car les tuiles que vous allez récupérer avec vos astronautes iront à leurs emplacements. Une fois qu'on a récupéré les astronautes, on va enfin renouveler la station et on peut enchaîner un nouveau tour. Si jamais il n'y avait pas assez de tuiles pour renouveler les tuiles de la première année, on prenait tout simplement la deuxième année et on passait à une phase en fait de fin d'année et donc du coup il y aurait tout un tas de choses à compter. Notamment ce qui est important en fin d'année, c'est de compter votre avancée en sciences. L'avancée en sciences se passe sur la partie inférieure de ce plateau. Durant la partie, vous ferez des choix, vous ferez des actions qui vous feront augmenter votre niveau de sciences et lors d'une fin d'année, vous allez regarder le niveau que vous avez atteint. Ça va vous permettre de gagner des points de science et notamment plus vous êtes en avance sur les autres joueurs, plus vous gagnerez de science. Je parlais tout à l'heure de la force des ouvriers. Cette force-là, elle commence à 2 et elle pourra être augmentée jusqu'à 4. Et pour augmenter cette force, il vous suffit tout simplement d'agencer correctement les tuiles. Pour augmenter la force d'un de vos ouvriers, il faut que lorsque vous placiez une tuile, un carré soit formé de 4 tuiles comprenant maximum 2 couleurs différentes. Lorsque j'arrive à faire un carré de 4 tuiles comportant 2 couleurs différentes maximum, je vais pouvoir déjà récupérer un petit point de victoire que je mettrai au centre de ces 4 tuiles et ainsi je vais pouvoir augmenter de 1 la force d'un de mes astronautes. Pour rappel, la force des astronautes est très intéressante quand vous les faites travailler dans la base. C'est vrai qu'un astronaute de force 2 face à un astronaute de force 4, c'est un peu moins intéressant. Il existe plusieurs couleurs de modules également, les oranges, les bleus, les violets, les verts, chacun vous octroyant différents bonus, différentes manières de gagner des points de victoire. Vous allez enchaîner comme ça les différentes années, donc les 3 années de Humanity, et lorsque la 3e année prend fin, vous allez compter les points, et celui qui a le plus de points l'emporte. Alors je ne suis pas rentré dans le détail exact de toutes les tuiles, parce que comme je vous disais, il en existe de plusieurs couleurs, chacune vous donne des effets très différents. Il faut savoir que Humanity, c'est avant tout un jeu d'anticipation sur vos tours à vous, sur ce que vont faire les adversaires. C'est un jeu également de gestion de ressources, mais aussi un petit peu de course de points par rapport à cette course de la science. Ce que j'adore dans Humanity, c'est cette réflexion à 2 niveaux. Vous avez la station qui est importante pour récupérer des modules et aussi des expériences scientifiques qui vous donneront des points de science très importants qui vous feront aussi gagner des points de victoire. Mais il ne faut pas négliger l'aspect optimisation des modules qui viendront dans votre base. Agencer des modules vous permet certes de gagner des points de victoire quand ils sont bien agencés, les couleurs vont augmenter la force de vos ouvriers et donc du coup le gain en ressources quand ils travailleront, mais vous permettront également de réaliser des objectifs qui sont communs à tous les joueurs, mais premier arrivé, premier servi.
Ce que j'adore dans Humanity, c'est évidemment son thème, c'est extrêmement fort, mais aussi son édition, c'est impeccable, la qualité du matos est magnifique, et notamment vous pouvez voir que les règles sont en dur et sont accompagnées de plein de petites histoires, notamment par rapport aux personnages que vous allez jouer. C'est un jeu dans lequel il y a plein de choses auxquelles il faut penser, mais pour autant, le tour ne va pas durer des plombs, mais il ne va pas y avoir ce qu'on appelle de l'analysis-paralysis de la part d'un joueur qui va mettre trop de temps à réfléchir. On est sur un jeu où l'interaction ne peut pas forcément être au cœur du jeu, mais peut quand même être intéressante lorsque vous verrez des joueurs s'emparer des tuiles qui vous fallait absolument. Le tempo du jeu est aussi très important puisque je vous rappelle que lorsque vous devez renouveler les tuiles et qu'il n'y en a pas assez, on passe à l'année juste après. Et des fois ce tempo-là peut être en votre faveur comme en votre défaveur. Je finirai par un point très important dans Humanity qui est que c'est un jeu expert, mais ce n'est pas un jeu trop frustrant qui va vous bloquer. Certes, vous aurez fait des mauvais choix. Certes, vous n'aurez pas optimisé au maximum, mais c'est ça qui vous y donne cette envie de reviens-y. C'est ça qui vous donne envie d'aller chercher un peu les stratégies les plus intéressantes, optimiser au niveau des modules, optimiser au niveau des gains de séance. Tout ça fait que j'aime beaucoup Humanity pour cette richesse qu'il offre au milieu ludique. Et voilà, vous avez vu ma sélection des coups de cœur 2023, ces 4 jeux que j'ai adorés pour cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais bien entendu à la commenter. Moi je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.